Salut tout le monde, bienvenue à Connexion Plus podcast pour un autre épisode. Petit spécial aujourd'hui, en fait on va en faire de façon sporadique. Comme plusieurs le savent, Simon et moi, notre passion c'est le Jiu-Jitsu. On adore l'entraînement, saines habitudes de vie, c'est nos sujets favoris. Mais le Jiu-Jitsu, c'est quand même une passion très forte chez nous. Fait que de temps en temps, on va faire des épisodes spéciaux où nos deux sujets portent uniquement sur le Jiu-Jitsu. Des fois, le MMA également. C'est là que Yohan va rentrer en scène justement dans ces épisodes-là. Donc aujourd'hui, on fait notre premier spécial Jiu-Jitsu. Donc, puis quoi de mieux pour bien entamer ce nouveau segment que de partir la chicane à matin. On est le matin quand on tourne, donc vous le savez maintenant. La question qui demeure toujours dans le monde du Jiu-Jitsu, grappling en général, gi versus no-gi, qu'est-ce qui est le meilleur, qu'est-ce qui est le mieux, etc. Donc, je pense que ça va être une discussion relativement vive, étant donné que Simon est vraiment mauvais en gi. Le pire, c'est que c'est vrai. Fait que bref, on voulait entamer ce sujet-là, puis comme d'habitude, tout de suite après le premier sujet qui est prédéfini, bien, on a notre sujet mystère qu'on va piger tout à l'heure, toujours en lien avec le Jiu-Jitsu. Fait que la table est mise. Gi versus no-gi, Simon, qu'est-ce que t'aimes le mieux? Je vais vous surprendre, mais ça va être le no-gi. Le no-gi? Ouais, 100%. Je suis vraiment surpris, mais bon, la vie est faite de surprises. Ce que je veux que vraiment qu'on aborde, là, c'est, oui, le fait de, le petit débat, là, qu'est-ce qu'on préfère ou qu'est-ce qui est le mieux, peu importe, mais pour mettre la table comme il faut. Dans le fond, quand je suis arrivé à Simon avant hier, quand on préparait nos sujets, j'ai dit hey, « écoute, il faut qu'on parle de ça. Je vais vous mettre en contexte de l'actualité. » La semaine dernière, vendredi dernier, il y a eu un combat à Flow Grappling. Flow Grappling, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu comme le RDS du Jiu-Jitsu. Là. C'est un truc de streaming que tu peux payer à l'année comme d'autres, puis c'est juste des trucs de Jiu. Puis, il y a le gars-là, Who's Number One. Dans le fond, c'est des super fights de Jiu-Jitsu. C'est super intéressant. Puis, il y avait plusieurs gros noms, comme d'habitude. Puis, il y avait des match-ups particuliers cette année, pas cette année, mais à cette édition-là. C'était beaucoup des gars de gi. C'était tout en no-gi, by the way, mais il y avait beaucoup de gars de gi qui affrontaient des gars de no-gi. Donc, tu avais Tynan Dalpra qui se battait contre, malheureusement, j'ai oublié son nom. Tu avais Victor Hugo, multiple champion du monde en gi, qui se battait contre Nick Rod en finale. Qui t'avais d'autres, non, déjà? Bref, ça me reviendra. Oui, c'est ça, tu avais Dante Leon contre Diego Pato. Diego Pato, très reconnu pour le no-gi, pour le gi, pardon. Donc, tu avais vraiment... C'est comme si les match-ups avaient été faits en conséquence. Puis, ça l'a donné que les gars de gi ont gagné majoritairement. Okay? Ont gagné les ceintures qui étaient en jeu et les combats. Et suite à ça, le lendemain, il y a une publication quand même choc de Lucas Lepre, qui est une légende du sport, multiple champion du monde, un gars que j'adore, by the way, là, super posé et tout. Mais il est allé une déclaration quand même fracassante où il a dit que, bon, suite au gala, on a eu la preuve que les gars, le meilleur fondamental pour le Jiu-Jitsu, c'est le gi. Ça apprend à avoir un meilleur contrôle, puis les grips nous apprennent à mieux répartir notre poids. En tout cas, il a fait son plaidoyer en conséquence en disant que le gi, c'était le best. T'es bon en gi. Ça disait un peu rapidement que t'es bon en gi, tu vas être bon en no-gi. Mais si t'es bon en no-gi, tu seras pas forcément bon en gi. C'est un peu ça que ça sous-entendait. Okay. Parce qu'on est à l'heure, depuis la montée de Gordon Ryan puis tous ces gars-là, que le Jiu-Jitsu, c'est beaucoup spécialisé. Hein? Ouais. Avant, les gars de gi, des fois, ils l'enlevaient puis ils faisaient du no-gi pour aider Sissi. Mais aujourd'hui, ça a changé. Tu as des spécialistes. Tu as des gars de no-gi puis des gars de gi. Donc, le débat est lancé là-dessus. C'est la table que je voulais mettre. Est-ce que Lucas Lepre a raison? Le gi met des meilleures fondations pour le no-gi. Écoute, moi, j'ai commencé en gi seulement. Pendant mes 5 premières années, j'ai juste fait du gi. Mm-hmm. Puis, je faisais jamais de no-gi parce que il y avait un gars que je connaissais, vous le connaissez pas, là, c'est un gars un peu bizarre qui s'appelle Mathieu. Puis, à chaque fois que je faisais du no-gi, il me faisait des leg locks. Et donc, j'aimais pas ça, parce qu'en plus, avec mes genoux en carton, à chaque fois que je me faisais pogner, puis tu sais, moi, je me souviens, tu m'attrapais un tour, puis je faisais comme... Parce que je savais pas comment les défendre. Ce gars-là était d'une intelligence supérieure, by the way. Écoute, je pourrais pas dire ça, mais il était quand même bon. Et c'est vrai que j'en faisais pas parce que, déjà, j'avais peur pour mes jambes, j'ai peur pour les genoux. Tu sais, quand tu connais pas ça, t'as peur, t'as une crainte. Et quand j'ai découvert après le no-gi, que j'ai commencé plus à en faire, je me suis dit, wow, ok, c'est fou comment c'est une autre game. Et outre de dire que les gars de gi sont meilleurs que le no-gi ou peu importe, je le vois maintenant quasiment comme deux sports séparés.
Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Pas comme, admettons, comme un peu le judo puis le jiu-jitsu. C'est deux sports séparés, c'est deux sports de grappling, etc. Et le no-gi versus le gi, c'est vrai que c'est différent, non? Clairement que c'est différent. En tout cas, ceux qui vont dire le contraire, moi, personnellement, mon opinion, c'est que oui, c'est différent. C'est le même sport, mais pratiquer. L'analogie que je donne toujours aux nouveaux qui arrivent au jiu-jitsu et qui me demandent « Hey, vous avez des cours de gi puis no-gi, puis ils veulent que je les explique. » Je leur dis exactement ça comme ça. C'est le même sport. C'est un peu comme le deck hockey puis le hockey sur glace. C'est le même jeu. C'est un bâton, une rondelle, des buts. C'est les mêmes règlements. Sauf que un, tu as des patins d'un pied, l'autre, t'en as pas. Ouais. Tu sais, je pense que ça peut pas mieux l'imager. C'est le même sport, mais joué vraiment différemment. Puis oui, il y a des particularités à un à l'autre, tu sais, jiu-jitsu. Juste le fait de pouvoir t'accrocher à quelque chose en gi change toute la donne. Il faut être naïf pour dire le contraire. Mais pour revenir à l'espèce de débat que Lucas Lepri a lancé, je trouve ça un peu drôle quand même que chercher à faire ce débat-là. On peut débattre du goût. Est-ce que j'aime mieux faire du gi ou du no-gi? Le goût, ça, c'est correct. Mais qu'est-ce qui est meilleur sur l'autre? J'ai vraiment du mal avec ça parce que, OK, à Who's Number One la semaine dernière, ça n'a pas prouvé de points, mais ça l'a donné que les gars de gi ont gagné. Tynan Dalpra, en ce moment, qui fait sa transition vers le no-gi, justement parce que je pense qu'il a l'ambition de participer à ADCC et tout. Écoute, là, on parle de Tynan Dalpra, Victor Hugo, Diego Pato. Ouais, c'est pas des jambons, là. Des multiples champions du monde. Écoute, comme Nicolas Merigali. Pareil. Tu sais, Nicolas Merigali qui a fait la transition du gi au no-gi. Tu n'as même pas vu t'as pas vu la différence tellement il était bon. Mais non, mais les gars, c'est la surélite. Puis si on regarde des match-ups de ces gars-là quand ils commencent à faire la transition vers le no-gi, excuse-moi, mais ils ne pognent pas les tops au monde tout de suite. Là. Okay? Tynan Dalpra, respect à ses adversaires qu'il y a eu récemment en no-gi, mais tu sais, il n'a quand même pas pogné son équivalent en no-gi. OK? Fait que tu sais, ça aussi, il faut le rétablir. Victor Hugo, Nick Rudd, tu sais, je le respecte là, beaucoup, mais il n'a quand même pas gagné une Major Championship encore. Là, il a-tu gagné en DCC au dernier? Non, il a fini deuxième. Il a fini deuxième, c'est ça. Donc, écoute, j'aimerais ça avec Nick Rudd, c'est pas ce que je dis, là. Mais tu parles versus Victor Hugo, qui a gagné les Worlds en no-gi, qui a gagné les Worlds en gi multiples fois. On s'entend, je pense que Victor Hugo a plus d'expérience derrière la cravate, il faut le dire. Fait que ça m'énerve un peu. Le goût, ça, c'est une chose. Mais dire qu'un est meilleur que l'autre... Il disait, mettons, en MMA à l'époque, que les gars, à l'époque, je parle en fait, le MMA n'existait pas. C'est-à-dire que le sport d'arts martiaux mixtes n'existait pas, qu'ils avaient des spécialités. Donc, un gars de Muay Thai contre un gars de boxe. Ouais, voilà. Et il disait que les personnes qui avaient fait justement des arts martiaux, un art martial plus fondamental, plus traditionnel, ou vraiment qui était spécialisé dans son sport, allait être meilleur après en MMA parce qu'elle allait incorporer les choses plus rapidement. Est-ce que c'est la même chose avec le jiu-jitsu? C'est un peu ça que je me pose. Est-ce que quand tu fais le plus traditionnel, vraiment le gi, d'apprendre la grip qui vole, j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu plus méthodique ou un petit peu plus stratégique, je sais pas. 100%. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que le no-gi a tellement explosé. C'est parce que pour l'amateur, on pourrait dire, moins initié, ben, il est capable de regarder un match de no-gi. Ouais. Je suis black belt. Simon en fait depuis longtemps, il est brown belt. On tripe sur le jiu-jitsu. Littéralement, j'écoute pas la télé pendant que ma blonde écoute OD. Moi, j'écoute mes trucs de Joe au côté. Là, puis un match élite de black belt au Worlds de gi, ça peut être difficile à regarder. Là, OK? Oui, c'est plus méthodique. C'est plus méthodique, c'est plus axé sur les points. Puis en voulant dire pour les points, c'est les gars veulent en laisser le moins possible. Ils vont chercher l'avantage versus prendre un risque. Je dis pas qu'en no-gi, ça se fait pas. Même à ADCC, tu as vu ça, des gars fermer le jeu pour essayer de gagner à la fin. C'est normal, c'est la nature humaine. C'est le sport. Oui. Mais en gi, c'est encore plus vrai, on dirait, à mon avis, perso. Ouais. Fait que est-ce que ça soit traditionnel t'amène à être meilleur plus facilement en transition no-gi? Je suis pas sûr. Je sais pas. Je vois quand même que tu parlais de débutants ou personnes un peu moins avancées. C'est sûr que tu les mets devant un combat élite, black belt, IBJJF, ça va se gagner un avantage. Tu vas avoir les lapels passer, donc quand tu te sers de ton kimono pour faire certaines prises ou certaines gardes, ça peut être lourd à regarder de se dire mais il fait quoi? Moi je me souviens de ma première compétition en white belt. Ouais. Ma première compétition, je pense que j'ai commencé le jiu-jitsu en juin, puis en octobre je faisais une compétition.
Puis le gars m'a sorti mon lapel, puis il le mettait autour de mon cou. J'avais aucune idée de ce qu'il faisait. J'avais jamais vu ça. Puis c'est normal, en 3-4 mois, t'as pas encore le temps de voir les lapels bambins. Ben, c'est un peu la même chose. Tu vas regarder un combat élite, puis tu vas te dire, excuse-moi, tu fais quoi là? Les gars peuvent se battre pendant 1 minute sur une grip, là. Ah ben ouais. Tu sais, on s'entend. Mais ça, c'est une chose. Puis, il y a l'aspect, comme dans n'importe quel sport, il y a des modes aussi. Ah ben ouais. En ce moment, la mode est au no-gi. Écoute, je pensais jamais voir ça un jour. Il y a des gyms qui sont no-gi exclusifs, tu sais. Même si on rapporte ça à l'Académie Connexion ici, pour vrai, c'est un enjeu. Moi, perso, je voudrais qu'il y ait quand même un peu plus de gi. Je fais vraiment plus de no-gi depuis plusieurs années. Je suis plus axé là-dessus, mais je trouve ça important. Là-dessus, c'est mon côté old school. J'ai commencé du jiu-jitsu en 2009. Fait que, tu sais, moi, un peu comme Simon, moi aussi, j'ai fait du gi pratiquement de façon exclusive pendant 6 ans, mes premières années. Quand on faisait du no-gi, là, c'était juste... On faisait du gi, mais pas de jacket, dans le fond, tu sais. Parce qu'une fois de temps en temps, OK, ça donnait plus de la scola, on allait faire le no-gi, puis pour vrai, je trouvais ça chiant à l'époque, là. Je trouvais ça plate à mort, c'était vraiment la même chose, puis on dirait que vu que t'avais pas de grip, t'avais encore moins de choses. Puis ça, c'était avant l'avènement des leg locks, tu sais. Fait que, finalement, il restait pas grand-chose, ça glissait, c'était plate. Finalement, quand le no-gi s'est spécialisé, tu sais, est devenu un entité en soi, écoute, jouer du no-gi de la Riva, tu faisais pas ça avant, puis aujourd'hui, tu sais, il y a des gardes multiples, avec les leg locks, ça a tout changé la donne. C'est vraiment, tu as des trucs particuliers au no-gi. Mais réussir à avoir un équilibre dans ton gym, en tout cas, n'importe quel gym owner en ce moment va le dire, là, c'est difficile. On essaie de l'en imposer, puis nos cours de gi sont les moins populaires. C'est vrai. Puis, même pas proche, là. Okay, c'est même pas proche. Du genre, un cours de no-gi, on va être en moyenne 25-30. Un cours de gi, nice, on est 10 à soir. Tu sais. C'est la mode, ça passe partout. Télévisuellement parlant, c'est plus facile pour le téléspectateur, même pour moi, tu sais, comme je vous dis, là, je suis un initié, je suis capable de tout apprécier du jiu, autant gi, no-gi. Mais du no-gi, ça se regarde bien à Moses, là. Ouais. Même au niveau de la lutte. Ouais, exact. Ouais, c'est ça, les gars luttent plus en gi. En fait, j'ai l'impression que avec la grip, en ayant les grips en jiu, tu peux un peu staller là, tu sais, tu peux comme prendre ton temps, etc. Ouais. En no-gi, tu l'as dit, ça glisse, tu prends une grip sur le poignet, le gars, tu sais, nous ici, mettons, on fait notre premier roll, à partir du deuxième, du troisième. C'est glissant. C'est glissant, tu essayes d'attraper le gars, de faire un single ou double ou peu importe, ses jambes, elles sortent, les poignets, la tête, ça glisse. C'est notre game. Je pense que le no-gi, c'est pour moi, encore une fois, mon opinion, plus nice à regarder dans le sens que ça va vite, ça bouge, tu te rentres dedans, c'est pas agressif, mais il y a plus de dynamisme quand. Et du fait que ça, comme je vous dis, pour le non-initié, il regarde ça, ça va ressembler à un match de lutte olympique. Ouais. À prime abord, les gars se tapent dans la main, le match commence, ça ressemble à un match de lutte. La personne est plus habilité à comprendre OK, il essaie de s'amener par terre, puis là, ça continue au sol. Fait que là, ils sont capables de regarder, montée complète, des trucs comme ça. En gi, des fois, c'est plus complexe. Puis, il y a l'aspect, justement, lutte, comme tu as dit. J'avais pas compétitionné en gi depuis des années. J'ai fait un petit retour à Toronto Open en septembre dernier. Il y avait l'événement à BJJF, Toronto Open, tu pouvais faire gi, no gi dans la même journée. Je m'inscris aux deux, let's go. J'avais besoin de points à BJJF. Fait que, bref. Puis, je m'en attendais, là, mais ça m'a encore plus frappé. Je dis pas que les gens pullent pas guard en no-gi, là, mais en gi, c'est incroyable. Sur mes 4 matchs, dont 3 ont été à la limite, j'ai-tu passé total 40 secondes debout? Pour vrai, je pense pas. C'est systématique. OK, le ref call let's go combat, on se tape dans la main. De la minute qu'on se touche, dès qu'il y a un contact, ça s'assoit. Okay? As-tu vu la vidéo que j'ai partagée? Puis je suis un gars qui aime pas le guard, là, by the way. Là. Vous me connaissez, j'aime pas le guard, j'aime rentrer, single leg X, X-guard. Puis même moi, j'étais surpris, j'étais comme, OK, on essaye même pas. Ouais, c'est là un peu le reproche que je fais au jiu-jitsu sportif. Ouais. Avec les points, j'avais partagé une vidéo où le gars, il joue, il prend la grip, il s'assoit, l'autre s'assoit, il se relève. Oui, il joue le règlement pour voler des points. Il joue le règlement, exactement. C'est là où je me dis, faut faire attention, mais c'est ça, c'est rendu un sport. Puis après, il y a le débat. On parle, tu sais, c'est un art martial, c'est le jiu-jitsu, c'est quelque chose qu'on fait quand même pour apprendre à se défendre, puis pour savoir se défendre. Beaucoup, en tout cas, commencent pour ça. Qu'est-ce qui va être le plus efficace dans la rue? Ah ouais, ça, c'est un bon débat, ça. Ça, pour vrai, je le sais pas. Ben, parce que, tu sais, on le dit, là, le gi, c'est pas
c'est pas réaliste, mais je veux dire, si tu te bats dans la rue, je peux t'agripper ton collet, je peux t'agripper tes manches. En hiver, un manteau, ça ressemble à un gui, tu sais. Ouais, exactement. Un coton ouaté, c'est pareil, tu sais, avec la capuche, ou peu importe. Là, Super bonne question. D'ailleurs, tu sais, les gars d'MMA veulent pas faire de gui parce qu'ils ont deux arguments. Premièrement, pour leur sport, c'est vrai qu'ils n'en ont pas besoin. Puis deuxièmement, ils disent que c'est pas réaliste. Hein? Tu jases aux gars d'MMA, bien souvent, mais là, le gui, c'est pas réaliste. C'est vrai, puis c'est pas vrai. Si tu te bats à la plage, c'est vrai que le no-gi, c'est plus réaliste. Je me vais souvent à la plage, moi. Ouais, moi aussi, tout le temps, à la plage, à Oka dans le temps. Beach Club, c'est là que ça se passe. Mais bref, qu'est-ce qui est le plus réaliste? Je le sais pas. Super bonne question. Tu sais, c'est un vaut l'autre. C'est là que ça me dérange de toujours chercher à discréditer un et l'autre. T'sais. Moi, j'aime les deux. Je regarde souvent des bagarres de rue. Quand j'étais plus jeune, j'avais genre, je sais pas, 35 ans, quelque chose comme ça. Kimbo Slice. Mais quand ils avaient des chandails, ils se grippent. Ah ben oui. Quand ils ont des t-shirts, même dans les combats, tu sais, mettons sur Instagram, tu vois souvent ces genres de trucs-là. Tu sais, Tom DeBlas, si vous le suivez pas, il partage souvent des bagarres d'intimidation à l'école, etc. Pour lui, c'est vraiment contre l'intimidation. Puis tu sais, il veut montrer aux gens que c'est pas bien. Puis tu sais, qu'est-ce qui se passe? Ou il met souvent Tom DeBlas avec son académie. Je fais une petite parenthèse là. Il coach les policiers. Et pour lui, il dit que les policiers devraient faire du jiu-jitsu. Ça va être un épisode où on va c'est clair qu'on aborde ça. Et c'est il montre souvent ces interventions-là. Un policier qui intervient sur quelqu'un, il essaie de l'attraper, ça glisse, le chandail se déchire. Donc c'est là que je me dis, qu'est-ce qui est plus réaliste? Je pense quand même que En fait, en y pensant, je pense que le no-gi va t'aider à avoir un contrôle sur la personne. Collar tie, poignet, jambes. Ah, parce que tu ne pogneras pas les sleeves. Sans te fier à avoir attrapé le chandail puis que le chandail se déchire. Un kimono de Ju, un gi, ça se déchire pas. Non, c'est ça. C'est fait pour. C'est fait pour ça. Mais oui, tu sais, je dis, je le sais pas, mais je pense que je vais quand même plus rejoindre ton point. Mais c'est en y pensant, là, tu sais, oui, c'est pas. C'est ça, en y pensant. Tu sais, souvent, il va y avoir une altercation, ça va se passer avec des manches courtes, tu sais, des fois, on est en t-shirt, peu importe. Même si tu bats contre quelqu'un qui a une manche longue ou même un manteau qui est plus robuste, tu sais, venez pogner du sleeve puis tout, pogner le lapel. Tu sais, le t-shirt, probablement, oublie-le, ça donne rien. Je pense que tu peux plus te mettre en danger si tu t'agrippes après le t-shirt pour essayer quelque chose, tu vas te faire avoir. Ouais. Puis, on dirait la nature du gi, encore là, c'est pas de faire une rivalité entre un et l'autre. Mathieu Davieux n'est pas en train de dire qu'un est meilleur que l'autre, mais je veux dire, c'est des faits selon moi. La manière que tu apprends à rouler en gi, surtout aujourd'hui qui est beaucoup axé sur le sport, des lapel choke, des guards avec des lapels, des sweeps, tu détaches le lapel, tu essaies d'aller chercher des menti guards, puis des trucs comme ça. Des lassos. Puis des lassos, exactement. Ben écoute, premièrement, tu te mets en danger, self-defense-wise. Puis, c'est pas réaliste, encore une fois. Tu sais, tu vas être, je sais pas, moi, dans la rue, tu étais rendu sur ton dos, la personne est par-dessus toi, quelque chose. Bien là, tu ne pourras pas aller chercher le pens, puis le de la riva, puis tout, puis sortir le lapel. Tu sais, tu comprends? Je pense que ton jiu-jitsu plus traditionnel va ressortir. Tu sais, je pense que fondamental. Oui, je pense que quelqu'un qui est bon en gi, son fondamental va sortir dans une altercation dans la rue. Mais le gi d'aujourd'hui, je pense pas qu'il est réaliste versus le self-defense. Tu sais. Oui, il y a des trucs ridicules en no-gi. Ben, c'est pas ridicule, mais c'est sportif, on va dire, en no-gi. Je me bats dans la rue, je ne ferai pas un berimbolo. On s'entend, je n'essaierai pas de backtake ça asphalte en berimbolo. Ça va être super de base. Mais côté grip, tu as raison, je pense que c'est plus réaliste. T'sais. Moi, je me bats dans la rue, je suis obligé de me battre. Je n'essaierai pas de pogner le collar ou quelque chose de même. Ça va être mes moves de no-gi qui vont sortir. Je suis sûr de ça. Moi aussi. Juste quand tu te avec tes chums, des fois, pour niaiser, je pense même pas. Je suis un gars des deux, je suis un gars de gi et de no-gi. Je pense pas réaliste. Mais pour ramener ça au débat, lequel est le meilleur? Je trouve ça un peu dommage d'essayer de discréditer un et l'autre parce que je pense qu'on est tous en dessous de la même maison. Ouais. On fait tous partie du même sport, puis essayer de tirer sur un ou l'autre. Je pense que ça vient beaucoup aussi de la rivalité IBJJF versus ADCC. Ça vient beaucoup de ça. Tu as des gars qui sont vraiment des gars d'ADCC puis des gars d'IBJJF. By the way, c'est peut-être dans nos sujets de tantôt, là, mais si on le pige, puis si on le pige pas, on va revenir avec, tu sais. Mais je pense que c'est un peu tout ça qui polarise le débat. Hein? Ah, ça, c'est meilleur que ça. Ça, tu as des bons personnages comme Gordon Ryan qui aiment ça mettre de l'huile sur le feu. Mais chercher à planter un plus que l'autre, je trouve ça plate. T'sais. Non, ça reste un sport, puis tu fais celui que tu veux, c'est ta préférence. Je trouve que moi, le gi, ça magane plus. Les doigts, les articulations. Ouais, nos plus vieux grapplers ici, hein, ils s'en plaignent tout le temps quand ils viennent faire du gi. Ah, maudit gi.
Puis vois-tu avant, comme C'était je te dis, l'inverse? c'était l'inverse. J'étais certain que faire du gi, c'était plus safe sur le corps que faire du no-gi. Ah, le gi. Le no-gi, ça glisse tellement. C'est plus physique. C'est peut-être plus rapide, mais je trouve que c'est moins dur sur le corps. Tu sais, les mains, comme tu dis, tu te ramasses avec un lapel choke d'en face ou peu importe. Ou des fois, tu es pris, stock dans une garde, puis le lapel est là. Oh, ouais, Juste le fait de toujours tenir, tirer, pousser, tu sais, le kimono. Moi, quand je finis les la cours, grip là, isométrique tout le temps. le coude, les épaules, le cou, ouais, je trouve que ça magane plus. Ah ouais, ça magane carrément. Mais voilà, fait que, qu'est-ce qui est meilleur que l'autre? Je pense que c'est vraiment une question de goût. Mais c'est sûr que côté mainstream, là, amener ça à la télé, vendre notre sport, parce que au bout du compte, moi ce que je trouve cool en ce moment, puis ça, j'ai pas le choix de dire un shout-out à ADCC qui a beaucoup aidé à amener le sport dans un côté grand public, amener de l'argent dans le sport aussi. C'est venu avec les super fights, c'est venu avec plein de choses, mais ADCC, je pense qu'ils ont été vraiment précurseurs de ça. Amener de l'argent dans le sport, c'est plate, mais c'est difficile à vendre du gi. Tu as IBJJF en ce moment qui fait les grands prix, que c'est super, c'est cool. Ils mettent des cash prizes. Je pense que le dernier Grand Prix au mois de novembre, c'était le Crown. Là. Ils donnaient même une couronne en or au champion. C'était cool. Mais je pense que le gagnant faisait 40 000, quelque chose du genre, qui est vraiment intéressant. Là, ça se rapproche plus de ce qu'on voit à DCC. Mais écoute, Ben, en fait, je l'ai regardé. Là. IBJJF n'auront pas le choix d'élever leur game s'ils veulent se mettre au même niveau qu'ADCC. Voilà. Mais mon point étant, quand on regarde celui qui est le plus, de côté télévisuel, qui est le plus propice, encore là, je me répète, j'aime ça le jiu-jitsu en tabarouette. Là. Ben, toi, t'es allé aux deux, t'as fait les Worlds, puis t'es allé à ADCC voir. Exactement, j'ai été voir les deux. ADCC l'an dernier, là, historique, là, qui était dans une arena à Vegas, là, on était, je pense, 11 000 personnes. Là. Cette fois-là, j'étais à côté de mes amis Reggie, shout out mon vieux. Après le premier match, je me suis pincé, puis j'ai commis le moton. Ouais. J'ai des frissons, puis commis le moton. Je voyais mon sport que je pratique depuis 2009, qu'on était quasiment dans des sous-sols d'église. Là. Puis là, j'étais comme, man, on est dans un arena. Ouais. C'est loadé. J'ai payé un voyage pour venir ici. Les gars sur le tapis sont payés. Puis tout. C'était vraiment cool. By the way, fait que j'ai vu les deux. Puis écoute, j'écoutais The Crown au mois de novembre, là, la FJJF. Là. Pour vrai, j'ai skippé des longs bouts. Là. Je l'écoutais en live, là, puis j'ai été faire ma prep meal la semaine, c'était dimanche. Là, puis écoute, c'était difficile à regarder. Ça se gagnait par des avantages, ça se jouait sa ligne. L'autre événement Grand Prix qu'il y avait eu auparavant, celui précédent, c'était en finale, tu avais Marigali contre Victor Hugo. Les match-ups étaient parfaits. Ça, c'était intéressant. Tu as eu des finishes. Mais malheureusement, les gars, souvent, Guy, jouent les points. Ils jouent pour pas perdre, je trouve. C'est ça. En no-gi, t'en as aussi. Mais en Guy, je trouve que c'est encore plus particulier. Ils jouent pour pas perdre. Fait que tu regardes ça à la télé, mettons, ma blonde qui fait du jiu depuis un an avec moi, elle les regarde souvent avec moi. Puis j'ai fait te regarder un petit peu. Elle fait pas de no-gi encore, justement. De gi. Ouais, excuse-moi, elle fait pas de gi encore. J'ai fait écouter The Crown un peu, versus les autres qu'elle écoute avec moi, des ADCC, elle fait « Ouais, tu sais quoi, B, je vais aller écouter mon émission dans la chambre. » C'est difficile à regarder, là. Je peux la comprendre. Fait que bref, le débat est lancé. Est-ce que Lucas Lepre a raison? On a abordé plein de choses quand même, mais je trouve que de dire que les gars de gi élite sont meilleurs que les gars de no-gi élite, je trouve que c'est un sophisme, en fait. On peut pas dire ça. À mon sens à moi. T'sais. C'est sûr, exemple, Lucas Lepre lui-même a eu du succès à ADCC. Puis c'est un grand champion de gi. Quoi qu'il a perdu en finale 2 fois, 3 fois. Il n'a jamais gagné ADCC. Bref. C'est peut-être pour ça qu'il est fâché. Ah, c'est ça, il est encore amer de ça. Hey, shout-out Lucas Lepre, je l'adore. Mais je trouve ça plate. Je pense que, guys, là, on est tous des gars de jiu. Arrêtons de faire une rivalité avec ça. Mais je suis intéressé à savoir ce que nos. Moi aussi. Au moins, ce que vous préférez, gi ou no-gi. Ouais, c'est ça, qu'est-ce que vous aimez mieux, gi ou no-gi, ou. Puis pourquoi, tu sais. Je pense que c'est intéressant de savoir. Je pense qu'il y a le gi, je terminerai là-dessus. Là. Il y a le gi, il y a les ceintures que les gens aiment peut-être d'avoir ta belt, ta stripe, versus en no-gi, tu le sais pas, je sais pas. Ah ouais, peut-être. Bref, c'est lancé dans l'univers. Je pense que ça va être un bon sujet à revenir avec des invités. Ouais, c'est clair. Je pense amener 2 invités qui sont reconnus pour gi et no-gi sur le panel, ça serait intéressant. On va revenir avec ça. Yes. On pige. Deuxième sujet, on pioche. C'est pige. On pige. Du coup, on pioche. On pige. Ça, c'est pas vrai. Simon ne dit pas du coup, moi. Non, j'ai jamais dit ça. Du vraiment pas ça. À toi l'honneur, mon vieux, tu peux me piocher ça. L'avenir du BJJ. Ouh, quand même. C'est quand même relate.
Bon, l'avenir du BJJ / le Jiu-Jitsu, écoute, super sujet. Premièrement, je pense on va s'encourager en partant. Il est super florissant. Je pense que notre sport est sur une fast track, comme on dit, pour les bonnes raisons en plus. Si je garde ça au Québec, je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Nouvellement, depuis l'année dernière, le Jiu-Jitsu est redevenu légal au Québec. Ouais. Très, très bonne chose. C'était très dommage. Depuis plusieurs années, on ne pouvait même plus compétitionner chez nous. La fédération de la FQJJB, la Fédération québécoise de Jiu-Jitsu brésilien, a été fondée. Puis le conseil d'administration a été voté, est en place déjà. J'en parle parce que je siège sur ce conseil d'administration-là comme trésorier. Puis je suis entouré de gens formidables. La présidente, plutôt, du CA, c'est Brianna Sainte-Marie. Pas besoin de la présenter. Écoute, compétitrice émérite, elle nous fait honneur sur la scène internationale. Le directeur général, c'est Johnny Zemouli en plus, là, qui a vraiment porté ce dossier-là avec d'autres, là, mais beaucoup lui-même à bout de bras. Donc, l'avenir est florissant. On a une fédé maintenant. Mondialement, le jiu-jitsu est florissant. Au Québec, encore plus. Il y a une panoplie de compétitions qui vient. Pour la jeunesse, c'est vraiment génial. Puis pour le sport en général aussi. Avec cette fédération-là, ce qui est cool, c'est qu'on va finalement amener le jiu-jitsu en 2024. T'sais, on va sortir de l'espèce de noirceur où c'était le Far West. Tout le monde faisait ce qu'il voulait. Là, avec une fédé, on va avoir des prérequis, puis tout, on va vraiment professionnaliser un peu plus notre sport. C'est vraiment génial. On parle de l'avenir du jiu-jitsu. Ils disent que c'est l'un des arts martiaux qui connaît la plus grosse croissance sur la planète. Ça en dit long. Fou, là. Donc, je pense que le taux de conversion, je pense à des exemples des judokas, des lutteurs, puis tout, qui transfèrent au jiu-jitsu, c'est énorme. Là. Ouais, c'est impressionnant. On le voit avec les enfants. Les enfants, ça s'inscrit, c'est fou le nombre de personnes qu'il y a dans les compétitions. Il y a de plus en plus de compétitions. Nous, on le voit ici à l'académie. On le disait tantôt, j'ai à peu près 70 enfants. Puis il y en a que je refuse des enfants. C'est déjà arrivé là, que des gens viennent me voir. J'aimerais ça faire du jiu, mais ils pourraient venir une fois ou 2 semaines. Puis je leur dis, écoutez, c'est un sport quand même de combat. S'il vient une fois ou 2 semaines, il va être perdu à chaque fois. Tant qu'il revienne, il va être perdu. Donc, quand tu refinis sa saison... Ça, c'est de l'honnêteté, by the way. Oui. On veut des clients, mais tu sais, je veux des clients satisfaits, puis je veux des enfants qui soient des beaux ambassadeurs pour le jiu-jitsu. Tu penses à l'enfant là-dedans, je pense. Oui, c'est comme je le dis tout le temps, là, je compare. C'est pas comme si tu joues au hockey, au baseball, au soccer, que tu n'es pas très bon, c'est pas si grave. Là, tu te fais mettre au sol puis écraser pendant 6 minutes. Là, c'est pas le fun pour personne. Mais oui, écoute, pour moi, le jiu-jitsu, c'est un sport. Puis c'est tellement nice. Puis, tu sais, l'efficacité du jiu-jitsu, je pense que c'est ça qui amène les gens à le découvrir puis dire « OK, wow, c'est impressionnant ». C'est pour ça, je pense que le taux de rétention dans les gyms de jiu-jitsu est si grand versus d'autres peut-être produits ou disciplines. Je m'explique par là. Quand on a ouvert l'académie, on a un gym un peu à 3 têtes ici. Donc, on a le côté cross-training du côté d'Amélie, côté de tout le monde. On a vraiment un gym, une entité, mais on a le cross-training, on a boxe, kickboxing, puis jiu-jitsu. Donc, c'est la boxe et le kickboxing qui est une énorme porte d'entrée pour nous quand on a ouvert. Puis encore aujourd'hui, tu sais, écoute, il y a eu des classes là, que c'était rendu 40 parcours. Il a fallu segmenter les classes, en ajouter et tout. Johan fait toujours une super bonne job là-dessus. Mais tout ça pour dire que c'est des sports plus accessibles, si on veut. Quelqu'un peut passer à la porte ici, venir faire de la boxe ou kickboxing, toucher à personne, frapper dans un sac, avoir l'ambition de devenir un boxeur ou une boxeuse ou simplement de venir se défouler. On a Charlot et Nathanaël qui ont fait leur premier combat de boxe. Tout comme il y en a, je prends ma blonde qui fait de la boxe. Puis je serais surpris si un jour elle fait un combat parce que c'est pas dans son, son ADN. C'est ça, c'est pas dans son ambition non plus de dire 30 et quelques années, je vais aller faire un combat de boxe. Exact. Donc, plus accessible, plus connu aussi. Bien, il y a un gros taux de roulement dans ces disciplines-là. Vraiment, on le voit, on a les chiffres, c'est moi et Simon qui s'occupe de l'admin. Énorme taux de roulement. Versus au jiu-jitsu, où quand on a ouvert le gym, on le savait que ça serait plus... monter la clientèle serait plus longue, ça serait plus long à faire, mais la rétention est énorme. Quand les gens passent la porte ici, c'est très rare qu'ils ne reviennent pas. Il y a les blessures, des impondérables, là, vous allez me dire, mais c'est tellement une communauté, puis je pense, comme tu dis, l'efficacité du sport fait en sorte. C'est un sport où tu apprends tout le temps. Écoute, dans le sport de stand-up ou l'entraînement, tu apprends tout le temps. Mais le jiu-jitsu, c'est jamais fini. Ça peut faire 20 ans que tu en fais, puis écoute, ça fait 15 ans que j'en fais, puis j'apprends tout le temps. Là. Je pense que c'est des gros morceaux, c'est des gros chunks.
d'apprentissage. Puis c'est ça que tu es comme, OK, wow. Tu sais, tu pourrais avoir fait du jiu pendant 10 ans, puis là, on t'apprend une nouvelle garde ou tu sais, Ton cerveau rééclate encore. Ouais, là. c'est ça. C'est comme, ou tu as fait du jiu pendant 15 ans, puis là, tu vas te mettre juste à la lutte. Juste de faire de la lutte. Tu sais, mettons juste du debout. Ben oui. Qui est un pilier en soi que tu peux développer là-dessus pendant des années. C'est pour ça que je pense que j'aime dire que c'est le sport le plus addictif au monde. Là, parce que c'est jamais fini. Tu as toujours quelque chose à apprendre, à améliorer. C'est pas juste des petites choses. T'sais, exemple, tu lances jab, direct, crochet. Tu veux améliorer ton efficacité, ton stance, si ça. Mais à un moment donné, il y a une limite un peu. Le jiu-jitsu, même tu peux vieillir au jiu-jitsu puis continuer d'améliorer, adapter des choses à ton âge. Ouais, c'est clair. C'est super. Fait que ça, c'est super florissant de ce côté-là. Mais l'avenir du sport, écoute, moi, j'estime qu'on est à 50% du développement de notre sport, autant technique que comment je pourrais dire, côté, pas business, là, mais côté rayonnement du sport. Ouais. C'est vraiment la capacité d'aller chercher des nouveaux membres, des nouveaux adhérents. Le jiu sera un jour aux Olympiques. Notez-le, là. Je sais pas quelle date. Ça, c'est un bon sujet, le jiu aux Olympiques. Moi, vois-tu, je te répondrai tout de suite, je veux-tu qu'il soit aux Olympiques? Il y a des sports aux Olympiques qui ont... le judo a été aux Olympiques pendant des années. Justement. On en reparlera. Je pense que c'est un autre sujet, là, mais en tout cas, aura la capacité... Alors, parce que ça... Fais juste dire c'est quoi le fond de ta pensée, mais on en reparlera, mais le fond de ta pensée, c'est quoi? Un sport qui va aux Olympiques vient avec un prix. Si on regarde le judo, a énormément changé au fil des années parce que le judo olympique demande un côté, comment je pourrais dire, télévisuel ou adapté mondialement. Tout, le jiu-jitsu, c'est un sport éclaté. Là, on a plusieurs sets de règlements différents. Ouais, ça, c'est vrai. On a des particularités quand même que je trouve qui donnent encore une saveur à notre sport. Les Olympiques, ça vient avec... quand tu as le comité olympique, là, tu décides pas ce que tu veux dans ton sport. Il y a des grosses fédérations, tout. Fait, sans dire que je veux qu'on continue de faire ce qu'on veut au jiu-jitsu, mais en tout cas, comme je te dis, j'ai une opinion très, très forte là-dessus. Là. Je triperais, j'adorerais regarder les Olympiques au jiu-jitsu, mais ça vient à un certain prix qu'on pourrait développer là-dessus. Mais ça aura le potentiel absolument un jour. Oui, je pense que c'est encore un peu comme la boxe olympique, etc. Plutôt que tard, même. Ouais. C'est moi l'avenir du jiu-jitsu pour moi c'est fleurissant, c'est quelque chose, c'est un beau sport où il n'y a pas de temps de il y a des puis les fois où je me suis le plus blessé là, c'est même pas au jiu, c'est même pas dans les arts martiaux, au soccer où je me suis fait péter le nez avec un coup de gueule qui s'est tourné même un coup de coude, tu sais. Donc il y a des blessures comme dans tous les sports qui sont inhérentes malheureusement, mais moi je pense que le jiu-jitsu, puis je suis content de le voir, puis je suis content de me dire que j'ai une part là-dedans, tu sais, en tant que coach pour enfants ou coacher les adultes, tu as une part. C'est part d'histoire. Ouais. Puis tu as ta responsabilité aussi en tant que gym, tu sais, tu disais d'être un propriétaire de gym, c'est à toi aussi de faire rayonner, puis de s'assurer, je vais essayer de le dire d'une bonne façon, que la trajectoire de ton sport honore un petit peu les principes puis les personnes qui ont créé ce sport-là. Tu sais, de ne pas se dire, on parlait tantôt de ceinture, ah tiens, je vais donner des black belts. Moi, je vais avoir mon propre style. Là. Je vais me partir mon propre style. Faire un style de jiu-jitsu. Jiu-jitsu, Ryu, Kempo, par exemple. Puis ça va être ton propre style. Puis nous, c'est en kimono, mais le bas, ça va être une autre sorte de kimono où là, ça va être deux couleurs différentes. Ça, on en parlait justement à la formation d'arbitrage avec Johnny. Tu sais, les kimonos de deux couleurs, là, en compétition, c'est non. Ton haut bleu puis ton pantalon blanc, c'est non. Tu peux être blanc, bleu ou noir. That's it. Exactement. Donc, tu sais, il y en a souvent là, qui vont se partir des petites. Toujours pour jouer à l'intéressant, je trouve. Ouais, moi aussi, solidement. Mais on a une responsabilité en tant que coach, puis je pense que c'est pour moi, c'est le plus beau sport que j'ai découvert. Là. Puis, pour amener ça à la jeunesse, ce qui se passe ici, c'est effervescent. T'sais. Je parlais de la fédération tantôt, qui est à ses premiers balbutiements, puis c'est pas fini. Je discute souvent avec Johnny, puis Johnny Zemouli, puis son ambition, c'est d'amener des provinciaux pour amener nos athlètes ailleurs, un peu comme sponsoriser nos athlètes. Ça se fait dans d'autres sports. T'sais. On est tellement au début qu'on n'a pas cette structure-là. La fédération va l'amener éventuellement. Mais t'imagines, là, quand moi j'ai commencé du jiu-jitsu versus ce que les jeunes, genre mes filles, vont avoir accès, comme comment je pourrais dire, réseau de développement, c'est incomparable. Puis ça, c'est excitant. T'sais, autant comme nous, on est devenus des vieux de la vieille dans le sport. On peut encore compétitionner, c'est le fun. Mais regardez ce que nos enfants vont avoir accès. C'est vraiment incroyable, tu sais. On rayonne, tu sais, au Québec, on rayonne sur la scène internationale. Tu as des Maxime Côté qui performent super bien, juste pour nommer celui-là. Mais le support que les jeunes vont avoir, ça va être cool. Ça va être comparable justement au judo, karaté, autres sports. On a des pôles, donc ils appellent ça le pôle France, qui est dans le nord. Tu en as un pôle qui est dans le sud, à Toulouse. Puis c'est les
pros font ça, puis tu as des stages de développement pendant X nombre de semaines où tu es là-bas pendant, souvent c'est l'été, mettons à 6 semaines d'été où tu es là-bas, tu manges juste du judo ou du karaté, tu fais juste ça, mais tu as des plans d'entraînement, tu as des programmes alimentaires, tu as des programmes de développement, ils voient ton VO2 max, puis là ils font tout. Donc effectivement, le sport se développe à une vitesse grand V, ça n'a pas le choix. Mais regarde, juste à l'académie, on a notre programme des jeunes, mais on collabore aussi avec l'école François-William, notre école secondaire sur le territoire, où on a du parascolaire 2 fois par semaine. Puis avec le temps, on va aller chercher un sport-études et tout. Moi, dans mon temps, tu avais sport-études hockey, soccer, baseball, that's it, là. Fait que c'est rendu même dans un sport qui était de niche au début, ça en vient tranquillement dans ces réseaux-là, c'est vraiment majeur. Fait que ça, c'est super emballant. On fait, tout le monde communément fait partie de ça. Fait que l'avenir est super, super florissant pour le judo. Ça, c'est intéressant. Mais ça vient avec des mauvais côtés, par contre. Ça vient avec des mauvais côtés, effectivement. Pour faire ça court, je vous ai déjà dit que je faisais du karaté, donc comme j'ai dit, j'ai le droit d'en parler. Mais ça vient avec un côté où il y a de plus en plus de monde, où ça vient diluer le niveau aussi. C'est-à-dire qu'avant, ça vient avec. Ça vient avec, il y a plus de monde, et que ça vient un petit peu avec un côté business, où on va essayer d'avoir, un peu pour prouver que tu as un bon gym, de dire « Ah, j'ai X nombre de ceintures noires dans mon gym ». Ouais, peut-être, mais c'est pas pour ça qu'elles sont bonnes. Ou avec les enfants. Ah, ok, je veux plus d'enfants, donc je vais dire aux parents que leurs enfants sont bons pour avoir des cours privés, pour leur vendre des ceintures. Parce que, à 100-150 pièces la ceinture aux 6 mois, ça va vite. Avec 50 enfants. Ça devient un modèle d'affaires. C'est un modèle d'affaires. C'est épouvantable. Je dis pas de pas faire d'argent avec. Nous, en tout cas, à l'Académie, on a pris la position pour l'instant de pas monnayer les passages à ceinture. Là. Pour le moment, oui. Ce qu'on fait, on charge la ceinture aux gens, là, c'est tout. Là. Par exemple, elle coûtait X montant, on leur recharge. Là. Mais on n'a pas encore, autant les adultes que les enfants, on n'a pas monnayé ça. Puis là, je ne veux pas lancer en dessous de l'autobus ceux qui le font. C'est correct, tout le monde fait ce qu'il veut. Mais c'est dommage quand ça devient systématique. De monnayer les passages de ceinture, c'est une chose. Ouais. À la limite, je viens d'un système avec mon ancienne affiliation où c'était ça. Puis j'ai jamais chialé contre ça, honnêtement. Écoute, au judo, tu as juste 5 ceintures. Là. Blanc, bleu, mauve, brun, noir. Fait que t'en passes pas tant que ça. Puis tu as tout quasiment 3 ans de chaque. Fait que ton 100 quelques pièces, tu vas payer, c'est pas un drame. Mais, ce qui est le côté pervers de ça, c'est que là, des fois, passage de ceinture s'en vient, j'ai pas personne à faire passer. Là, si tu fais ta cérémonie avec 100 personnes, puis tu n'as pas tant de monde à passer que ça, ben finalement, monsieur ou madame X, pas rendu à avoir sa bleue ou sa mauve, mais on va y donner pareil. Ouais. C'est là que ça devient dangereux. C'est là qu'on va ressembler à, malheureusement, d'autres sports comme certains types de karaté ou autres, où ils se donnent des ceintures pour s'en donner, pour de l'argent. On peut critiquer le système de ceinture dans les sports de combat. Ça pourrait être un épisode, ça aussi. Pour, contre. J'ai été élevé là-dedans, fait que je trouve ça cool. T'sais. Moi, je trouve ça cool. Je pense que tu sois un adulte ou un enfant, tu es content d'avoir cette petite affaire-là autour de ton corps. Mais il ne faut pas que ça soit... Faut que ça devienne maladif. Faut que ça soit tout... John Danaher dit « Arrêtez de courir après les ceintures, courir après les skills. » Ça ne peut pas être plus vrai. Ben ouais. Mais à la fin de la journée, on est quand même tous contents d'avoir les diplômes de ceinture et tout. Okay? Bref. Mais c'est ça, il ne faut pas que ça devienne une business. C'est là que je trouve que ça devient même dangereux quand tu promoues des gens à une ceinture qui sont peut-être pas prêts. Parce que, tu sais, quand tu donnes OK, tiens, Simon, voici ta ceinture bleue. Merci. Ça vient de quelque chose. Ça vient qu'une responsabilité. Mon monde d'un cas, souvent, j'ai nommé mon grand PA là, qui aime ça, qui niaise tout le temps. « Oh, Matt, j'ai hâte d'avoir ma ceinture bleue, moi aussi. Je vais te taper dans ce temps-là. PA parle un peu comme ça, là, mais on l'aime quand même. Ouais, mais guys, comme je l'ai dit, ça vient qu'une cible dans ton dos. Chaque ceinture que tu passes en judo, tu as de plus en plus de gens qui veulent, excusez le mauvais terme, t'arracher la tête. Exemple, là, quand tu es rendu Purple Belt, la pire ceinture, je pense, tu es rendu bon. Dans plusieurs autres arts martiaux, tu serais de catégorie ceinture noire pratiquement, avec le temps. Là, les Brown Black te laissent plus de chance. Ils essayent leur stock sur toi et ils te brassent, surtout si t'es bon. Puis les White Blue Belt, c'est la guerre. Ouais. Si ils peuvent braguer ou dire, se vanter, « Hey, j'ai tapé une mauve, oh mon Dieu, que tu te penses au sommet de la montagne. » Fait que bref, ça vient avec un prix. Si moi, en tant que coach, je te donne ta belt, puis t'es pas prêt, t'es pas habilité à backer cette ceinture-là, parce que le signal que je t'envoie, c'est « Hey, you made it, tu l'as. »
là, je te la donne, puis tu t'en vas en compétition, tu te fais démolir. Sur le tapis, tu te fais brasser plus que d'habitude, ou tu penses, tu essaies des choses parce que tu penses que tu es rendu là. Ça, c'est le côté pervers de l'évolution de notre sport, je pense. La monétisation de tout ça, là. Est-ce que la blue belt qui est la quid belt, c'est pas pour rien. Est-ce que c'est parce qu'on la donne trop vite? Peut-être. Je le sais pas. Moi, je me souviens quand j'ai eu ma blue belt, c'était tough parce que tous les anciens white belt qui me tapaient, qui ont commencé 3-4 mois ils ont encore leur blanche? Ils ont encore leur blanche, là. Oui. Ceux qui te faisaient taper il y a une semaine te font taper une semaine après ta blue belt. T'es pas devenu meilleur parce que je te l'ai donné, là. Non. Ouais. Ben, tu sais, ça, on peut en rediscuter, mais oui, on donne des fois des ceintures trop vite. Puis, les donner trop vite parce qu'il y a une mauvaise évaluation du coach, c'est une chose. Mais quand on les donne trop vite à cause de l'aspect monétaire, là, j'ai un énorme malaise avec ça. Puis, on le voit de plus en plus, malheureusement. Il y a des écoles que je n'aimerais pas, encore une fois, que tu sais, à chaque fois que tu passes ta petite puce là, à l'entrée du gym, là, ça calcule, une session de plus, une session de plus. Ça fait systématiquement, autant de temps, autant de punch-in, autant de stripes, 2 stripes, 3 stripes, 4 stripes, ta ceinture. Hey, c'est pas ça l'acquisition de skills. Là. Non. Tu sais, si c'est ça, là, on va s'appeler Jiu-Jitsu sportif, là, puis on va tous se donner des belts. Là. En tout cas, moi, j'ai toujours milité corps et âme contre ça, puis c'est pas ça que je veux dans mon gym quand j'ai ouvert ça. Ceci étant dit, c'est pas parce que t'es pas un élite compétiteur puis tu t'entraînes pas 28 fois par semaine que tu progresseras pas chez nous. Ou que tu dois pas progresser dans le sport. Parce que le sport, c'est multi... tu sais, il y a plusieurs points à ça. Tu peux être un bon compétiteur, tu peux être un bon élève, tu peux être un bon coach, tu peux être un bon pédagogue. Fait que, tu sais, moi, la personne qui a pas les attributs pour être un compétiteur, mais que je vois que c'est un méchant bon coach en devenir, bien, cette personne-là va passer ses ceintures. Là. Pas un rythme si lent que ça, là. La personne qui vient une fois ou deux par semaine, in and out, puis tout, puis ben là, ça fait 2 ans et demi qu'il en fait, on va lui donner sa ceinture. C'est terrible, ça. Pour remplir des photos de passage de ceinture. Qui roule pas, tu sais, il vient, il fait un roll sur 4 parce qu'il est fatigué, tu sais, je t'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais à un moment donné, au bout d'un certain moment, ça fait une méchante différence, là. Une personne qui vient une fois ou 2 semaines ou même, même 2 fois par semaine. Le cumul du temps que tu passes sur le tapis, là. Que quand il vient, il fait un roll, il est fatigué, il prend une pause, il fait un 3e roll. Ah, finalement, non, je le ferai pas. Ou je vais aller relax, on va pratiquer la technique. À un moment donné, étale ça sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais cette personne-là que tu viens de décrire, si elle venait autant de fois que la personne qui se donne corps et âme, elle a punché la même chose à l'entrée, ça puce à chaque fois qu'il rentre, bip, bip, il va l'avoir. Ouais. Ça n'a pas de sens. Là. Le coach a une responsabilité d'évaluer l'avancement des skills. Regarde. Sauf que tu ne veux pas froisser la personne. Il y a l'aspect business. Tu continue à payer, parce que peut-être que le gars, c'est un extrêmement bon payeur, puis quand il vient, il t'achète tout le nouveau kit, un nouveau hoodie, le nouveau t-shirt, le nouveau kimono. Donc tu te dis, puis c'est peut-être un bon ami à toi, puis tu ne veux pas le froisser, mais est-ce que tu lui fais un cadeau en faisant ça? Moi, je pense que non. C'est un cadeau empoisonnant, en tout cas. Oui. Fait tu sais, dans l'évolution de notre sport, on en parle depuis tantôt, on est content, le soleil shine pour le jiu-jitsu, mais il faut faire attention, il y a plusieurs pièges sur notre route, comme ceux-ci. Tu sais, la monétisation du sport, là, ça c'est terrible. Tu sais, il faut savoir faire la différence entre coach. Tu sais, j'ai-tu un récréatif devant moi? J'ai-tu un plus compétitif? Mais je pense pas que le récréatif devrait avoir... Tu sais, il y a des arts martiaux, je pense qu'il y a des belts récréatives versus des belts... tu sais, c'est terrible, ça. Tu sais, si mon récréatif ne sera jamais aussi bon que mon compétitif, bien, ça n'empêche pas le fait que si je demande en claquant des doigts à mon récréatif, OK, montre-moi un reverse de la Riva Sweep, tripod, exemple, puis il rend du black belt, puis il me regarde, puis il n'a aucune idée, ça, c'est terrible. Je ne demande pas à tout le monde d'être champion du monde. Je ne le suis pas. Je ne l'ai pas été. OK? Encore à ce jour. Ben, écoute, je pense que si tu n'es pas capable de donner une information quand tu es rendu élite, quand tu deviens ceinture brune, noire, tu es supposé être un expert du sport. Écoute, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Mais bref, notre sport est florissant. T'imagines? J'ai hâte de voir dans 5-10 ans. Ben moi aussi. On parlait de gi versus no-gi tantôt. Je pense que le no-gi, de façon télévisuelle, est plus attirant pour la plus grande masse. Mais hey, on est rendu avec des cash prize. Des gros cash prize. Tu sais, je veux dire... Tu pourrais en vivre maintenant. Oui, les gars peuvent en vivre. Avec les séminaires, je vais dire DVD parce que je suis vieux, là, mais les instructional, tu peux vivre de ça. Et, tu te fais une renommée puis tu peux vendre ces choses-là par la suite. Hey, c'est cool. C'est beau à voir. Puis c'est juste le début. Regarde, c'est un sport qu'on a toujours dit qu'il était de niche, mais tu es rendu avec des podcasts. Tu sais, Joe Rogan, le podcast le plus écouté au monde,
je pense en tout cas un des plus écoutés au monde, je pense que c'est le plus. reçoit régulièrement du monde de Jiu, tu sais. Qui aurait cru qu'un Gordon Ryan, tu sais, Gordon Ryan, nous on le connaît, il a plusieurs abonnés sur Instagram, mais il passe à Joe Rogan quand même. John Danaher passe aussi, puis plein d'autres gars d'MMA. C'est vraiment nice, là. Au Québec, on est rendu avec des podcasts de Jiu. Ouais, 4-5-0. On fait un épisode de Jiu 4-5-0 du Jiu-Jitsu. Shout-out à eux, Jado puis Matt font un super job. Les podcasts sont super. Ils commencent eux aussi, mais ils ont des bonnes views et tout. Hey, ça en dit long, là. Ça veut dire que notre sport, on n'est plus caché dans le garde-robe. Il devient mainstream un petit peu. Là. Exactement. Mais il faut faire attention avec les pièges qu'il y a là-dessus. C'est clair. Ça, c'est le gros danger. Puis c'est à nous, en tant que propriétaire de gym, entraîneur, coach, de pas... Oui, puis peut-être conclure là-dessus, mais tout l'aspect aussi, on a parlé de la monétisation du jiu-jitsu, des ceintures et tout, mais il faut faire attention beaucoup aussi à pas que notre sport devienne, tu sais, je sais pas si tu en as parlé tantôt, on en parlait avant l'épisode, les gens qui jouent le règlement, tu sais, que ça devienne une farce, le jiu-jitsu. Tu sais, qu'on oublie le côté fondamental qui est un peu self-defense là-dessus. Je comprends que quand tu t'en compétitionnes, il y a un côté très sportif à ça, mais pas que notre sport se dénature puis qu'un jour, on se ramasse à le jiu-jitsu, tu n'as plus le droit de faire telle clé de bras parce que c'est trop dangereux, puis de take-down de telle façon, comme dans d'autres sports. Je pense que c'est le karaté, c'est juste du touch, tu sais. Ouais. Tu peux avoir une personne qui a fait son cheminement complet sans jamais frapper personne, dans le fond. Puis il fait de la compétition élite. Techniques. Ah, c'est ça que je parlais, des ceintures noires techniques versus... C'est ça, des ceintures noires techniques, donc ils n'ont jamais fait de combat. Donc ils ont leur ceinture noire, passer leur ceinture noire, ça a été, j'ai fait 3 katas, j'ai fait des techniques qu'on m'a dit que je dois apprendre par cœur, puis après quelqu'un en face de moi me met un coup de poing, puis je dois faire un blocage, puis une contre-attaque. Mais il ne te frappe pas pour vrai. Ça donne quoi, ça? Bah, tu as une ceinture noire technique, donc tu as un brevet d'État avec ta ceinture noire. Vraiment? Bien, en tout cas, moi, dans mon sport, puis je dis mon sport, je ne suis pas le gardien du jiu-jitsu loin de là, mais moi, je trouverais ça vraiment dommage qu'on en vienne là. Tu sais, je pense que, exemple, nos filles, que ça fait 6 mois, 1 an qu'ils en font, mettons, une fille qui a fait 6 mois, 1 an qui en fait à l'académie ou ailleurs, est habilitée à se défendre déjà. Ouais. Mais que ça devienne plus ça. En fait, ce serait que comme notre sport ne si devienne je plus compare, ça. c'est qu'un ceinture noire de jiu-jitsu technique serait quelqu'un qui vient, il fait l'échauffement, quelques drills, il fait les techniques. Il roule pas. Il roule pas, puis c'est ça. Il a fait son parcours de jiu, ça a été ça. Fait que dans 10 ans, il est ceinture noire, puis... Ben, moins de 10 ans maintenant. Ouais, c'est ça. Ça serait 5 ans. Donc, t'sais. en 5 ans, tu serais black belt. Hein. Mais vois-tu, ça, c'est tous des pièges que, dans l'avenir de notre sport, on doit faire vraiment attention. Je pense que c'est des exceptions. Je prends quelqu'un qui arrive, qui a un handicap, qui a eu des commotions serrées, peu importe, puis qui veut vraiment faire du jiu. On va lui dire non, c'est pas pour toi. Je pense qu'à un moment donné, il faut s'adapter, on est en 2024. 100%. Mais après, est-ce que justement, ça laisse la porte ouverte que c'est tout le monde qui peut faire ça? Pour moi, c'est là le... Ben non, c'est pas tout le monde. Tu sais, c'est drôle, on est comme contradictoire là-dessus. On aime dire que c'est pour tout le monde, mais à un certain degré. Tout comme n'importe quel sport n'est pas pour tout le monde. Faire du jogging, c'est pas pour tout le monde. Si t'as mal au genou ou t'es quelqu'un qui, je sais pas, qui a un problème de cheville, ben non, c'est pas pour toi. C'est tout bad. C'est du vélo. Ben c'est ça, c'est la vie. Puis, fait que c'est un peu comme ça le jiu-jitsu, mais oui, il y a des exceptions, mais faut pas que ça devienne la règle. Ça serait, c'est des pièges quand même, va falloir vraiment faire attention. Écoute, c'est il y a combien d'années que tu nous disais ça, on riait de toi là, dans le temps à l'autre gym? Il y a 8 ans. Il y a 8 ans, là. Qu'est-ce que tu disais donc? Dans le fond, moi, quand je suis arrivé, je leur avais dit, j'étais white belt, hein. J'avais dit un jour, guys, parce qu'ils se moquaient souvent du karaté, vu que j'étais une black belt de karaté. C'est facile. Puis comme je dis, ça m'a jamais dérangé de dire, bah guys, venez, on met les gants. Ah non, ben, en tout cas, le style de karaté de pratiquer, j'ai sparé avec toi, j'ai mis les gants avec toi, t'es très legit. Ouais, non, c'est ça, j'ai pas de misère. Mais je disais un jour, à cause du nombre de personnes qui pratiquent, puis à cause que tout le monde va connaître ça, ça va se dénaturer, ça va devenir comme trop sportif, puis il va y avoir des black belts qui vont en faire pendant 3-4 ans, puis ils vont être rendus black belt, qui n'auront, comme je disais, jamais fait un combat, puis on me disait non. Puis un jour, il y aura des black belts en carton, comme on dit, tu sais, des fake black belts. Des fake black belts. Et maintenant, il y en a. Il y en a. Il y en a au Québec, il y en a partout, là. Partout. Hey, on riait de toi dans le temps. Parce que le jiu, tu sais, comme n'importe quel sport, des fois, on est chauvin. Quand on parle de ce qu'on aime, ben non, nous, ça n'arrivera jamais. Nos ceintures, c'est tellement difficile à obtenir. Mais puis je pensais pas que ça allait arriver aussi rapidement. Moi non plus. Justement, à cause d'une certaine monétisation, je vois des choses là, dans les dernières années, tu sais, je vois des gens, je personnalise pas les choses, là, mais je vois des gens qui atteignent des ceintures, puis je suis comme, écoute, guys, c'est pas d'aider les gens, ça. C'est pas de servir les gens de faire ça. Ben là, on le voit. On est rendu là.
Mais ça, c'est... Puis je dis pas d'être invincible, dans le sens, Ah ben non. on prend PA tantôt, PA, il est fort, il est athlétique. C'est un freak athlète. Tu sais, il est bon. Donc ça se peut que, je dis n'importe quoi, il y a un monsieur qui arrive ici qui a 55 ans, puis que PA, puis que le gars est plus avancé, il est purple belt, puis PA, il est blue belt, puis que PA lui met une volée. Ah ben oui. Mais là, Comme ça... il dit, je pensais de Tom DeBlas, il dit que lui, c'est ceinture bleue de compétition, des vraies ceintures bleues de compé. oui. Il irait dans les autres gyms plus récréatifs qui ont des brown black, puis il leur mettrait une volée. Ça se peut. Mais pour moi, la ceinture avancée devrait avoir un certain bagage technique, Voilà. un certain bagage d'arbitrage, de règlement. Ah, c'est tellement un bon point, ça. Ouais. Tu sais, comme moi, samedi, je m'en vais arbitrer à la compétition. Donc, Ouais. je fais le shadow pendant la matinée, puis normalement, l'après-midi, je vais pouvoir essayer, en tout cas, si je me sens prêt. Mais j'ai ce devoir-là en tant que coach pour enfants. Si je ne connais pas les règles, je fais comment pour les coacher? Tu atteins le degré de ceinture noire, OK, puis je dirais même brune. Tu es censé, je pense que j'ai dit tantôt, tu es censé être un expert. Ouais. OK? Je sais pas, moi, le white belt, blue belt dans la salle, il se demande, hey, c'est-tu un 2 points, ce sweep-là, ou c'est pas un point? Il devrait même pas penser, il s'en va voir, je sais pas, Simon là-bas. Simon est censé avoir la réponse sur le scoring system, là, sur le système de points. Au même titre que, on peut pas être des experts dans toutes les gardes, dans toutes les positions, mais écoute, un brown black belt que je pose est censé connaître au moins toutes les gardes, sans les maîtriser parfaitement toutes. Puis si t'es coach, c'est encore pire. Ouais. Un coach qui me dit « Ah ouais, mais ça, c'est pas ma game », oui, c'est vrai, c'est correct. Tu peux être un gars plus de leg lock, un gars plus de back take, un gars plus de plein de choses, mais tu es supposé être capable de minimalement expliquer une attaque et une défense de chaque chose. Tu sais. Ah ouais, Sinon, ça, je trouve ça épouvantable. Ben, on va se ramasser avec ça. À donner des black belts à la chaîne, c'est ça le risque. C'est ça qui tue le sport. Ouais, C'est ça qui devient carrément. la risée un petit peu, tu sais. Ouais. Que les gens disent, sur la vidéo que je mentionnais, le gars, justement, il y a Anguille, il attrape le collet, il s'assoit, l'autre s'assoit, lui, il se relève, il y a 2 points. Puis les commentaires Ouais. sur la vidéo, c'est quel sport de... Ah ouais, on dira pas les termes, là. Vous pouvez imaginer. Puis il y en a plein qui disent c'est pour ça que le jiu-jitsu, c'est un sport qui n'est pas efficace, etc. Puis je suis comme, pourtant, c'est tellement efficace le jiu, mais le gars, je lui ai dit bravo parce qu'il a joué les points, mais je lui ai écrit dans le fond le commentaire, c'est bravo, tu as joué les points, mais je pense que c'est ce genre de règlement-là qui va justement enlever la beauté du sport, la beauté du jiu-jitsu, puis de prouver l'efficacité du jiu-jitsu. Heureusement, à date, que ce soit à IBJJF ou à ADCC, c'est quand même assez réactif côté pointage. Tu sais, quand que, je me rappelle, il y a plusieurs années, le gros problème en gi, c'était le 50-50. OK. OK? En gi, tu n'as pas le droit d'aller là. Fait que le 50-50 devenait une position de stalling vraiment médiocre. Je pense qu'il y avait 2 gars à Abu Dhabi Worlds qui s'étaient fait DQ. Je pense que c'était Keenan Cornelius, comme je me souviens plus qui. S'étaient fait DQ en finale. Ils ont fait, tu sais, eux là-bas, ils niaisent pas, là, aux Émirats Arabes. Ils ont fait, hey, tu sais quoi, vous voulez venir faire les ballerines ici, DQ. OK? IBJJF a modifié le règlement depuis ce temps-là. Il y a des points qui se donnent, etc. Pour empêcher ça. Il y aura toujours des trous, des zones grises dans un système de règlement, peu importe le sport. Mais il faut que le sport continue de s'adapter en conséquence, pas que ça devienne une farce, comme tu dis. Ça, il y a une autre vidéo, je pense, je sais pas, en nogi, où il s'assoit, il se relève, il s'assoit, il se relève, puis ils ont mis comme une musique comique en arrière. Là. Je crois que c'est en nogi ou peu importe, mais c'est là. Puis là, ils prennent un bout de 5 secondes, peut-être qu'après le combat était malade mental, puis qu'il y a eu des soumissions. Il y a toujours moyen de faire mal pareil quelque chose. Exactement, là. mais c'est vrai, quand tu prends ce petit bout-là de 5 ou 10 secondes, tu te dis, ouais, si tu sais que ça qu'on veut. Comme des vidéos de karaté. Tu sais, des vidéos de karaté où il faut juste sauter, puis se faire des cris comme ça. C'est pas nécessairement ça. Mais finalement, tu regardes la ligue, par exemple, Karaté Combat, tu fais comme, OK. Ouais, ça c'est nice. Ouais, ça c'est vraiment cool. Ça redonne un peu ses lettres de noblesse au karaté. Mais il faut vraiment faire attention. Puis, tu sais, étant donné qu'on est un sport jeune, on a des exemples dans d'autres disciplines. Donc, il faut s'en inspirer pour ne pas reproduire ça. T'sais. Fait que c'est super, le rayonnement, l'avenir est super florissant. Pour les jeunes, notre sport se professionnalise beaucoup, devient professionnel. Il y a de l'argent dans le sport. Côté amateur, ça s'améliore toujours. Je ramène ça au Québec, comme je disais tout à l'heure, avec la fédération. Ça va devenir différent. Maintenant, les gyms, les coachs, ça va être encadré. On doit faire des formations PNCE, qui est une super bonne chose en passant. Ben oui. C'était un peu le Far West au Jiu-Jitsu. C'est sûr, ça peut choquer certains, mais je pense que sur la longue run, ça va devenir un plus pour l'usager, pour les générations futures. Mais il ne faut pas se dénaturer. Fait que, tu sais, l'avenir est grand devant nous, mais il faut faire attention, vraiment.
Parce qu'on n'est pas à l'abri de rien du tout. T'sais. Comme tu dis, on a les exemples en plus. Ouais, c'est ça. Puis des fois, on s'en inspire pas. La nature humaine est ainsi faite. Fait que, lâchez pas, faites du jiu, guys. Ouais. C'est juste ça qui est important. That's it. That's it. Donc, ça clôt notre épisode spécial du Jiu-Jitsu. On va en faire un aux 3-4 épisodes. Ouais, c'est notre dada. Là. C'est le fun. Je pense que la communauté aime ça aussi. Fait que, on va toujours vous interpeller bientôt pour des sujets. On s'entend que dans le Jiu-Jitsu, on peut s'assiner sur bien des choses. Ouais. Donc, lâchez pas, on va avoir des invités bientôt. Yes. Stay tuned, guys. Bye. Merci. Bye.